Dans le livre de la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, elle raconte ce procès en disant à quel point pour une famille c'est pénible de devoir assister à ce procès et de voir à quel point il y a une sorte de comportement dilettant en fait de ces accusés. Oui, et qui n'ont pas du tout pris la mesure de la gravité de la chose, mais en même temps, est-ce qu'on peut en être étonné, en fait, parce qu'on a complètement laissé filer nos valeurs, le concept de laïcité est complètement dévoyé, et donc, effectivement, nous, millénaires, le travail qu'on fait, c'est qu'on pense que la laïcité, on doit aller vers une laïcité du XXIe siècle, qui, comme celle du XIXe, qui était une laïcité, quelque part, de combat contre l'extrémisme, et bien que là, on revienne à une laïcité de combat contre l'extrémisme islamiste, faisant bien la différence, et voir aussi, peut-être, ici on est quand même choqué du nombre de mises en cause qui sont étrangers. Donc on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Pourquoi est-ce qu'ils avaient un titre de séjour? Il faudrait faire, comme d'ailleurs c'est fait aux États-Unis, faire des enquêtes de moralité et que des islamistes ou des gens qui sont radicalisés ne puissent pas avoir leur titre de séjour renouvelé ou ne puissent certainement pas être naturalisés. Oui, ce qui semblerait être du bon sens. Ce serait un bon sens vraiment de base et derrière on rétablit ces doubles peines aussi avec des expulsions dès qu'il y a des gens qui ne respectent tout simplement pas nos valeurs. Donc il faut se faire respecter à nouveau, c'est ça le fond du sujet. Et Samuel Paty s'est peut-être sacrifié aussi pour la France et on lui doit ce minimum de respect-là. Par exemple, sur le logement, on sait que Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, a proposé qu'on puisse exclure de leurs logements sociaux, notamment les narcotrafiquants ou les familles de dealers. Le seul problème, c'est qu'on sait comment ça se passe. Par exemple, certains de la résidence de Villeurbanne dont il est question vont être expulsés de leur logement, très bien, mais ils seront logés ailleurs. C'est-à-dire que le problème, on ne l'éradique pas, on le déplace de quartier ou de quelques barres d'immeubles, finalement. Oui, d'autant plus, ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'à cause du droit opposable au logement qui a été constitutionnalisé par le Conseil constitutionnel il y a quelques décennies, en fait, on est obligé, il y a l'obligation de les reloger. Donc c'est un truc complètement kafkaïen, ubuesque, absurde. Et d'autant plus que on est face, si la France n'est pas encore un narco-État, même si, on est face à ce qu'on peut appeler des narco-quartiers. Effectivement, ce sont des narco-quartiers. Il y en a de plus en plus en France, où c'est les narcos qui font leur loi. Et c'est là où on n'a pas du tout encore... le constat est là, mais les solutions ne le sont pas. On a vu là, ici, sur la vidéosurveillance, par exemple, qui ne peut être utilisée qu'en cas de jet de projectile. Mais non, je veux dire, on est au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, en Chine, c'est un État policier. N'empêche que on a des algorithmes qui permettent de faire, par exemple, de la reconnaissance d'identité, de détecter les comportements suspects, et donc ça permettrait de pouvoir prendre en flagrance bien plus de personnes, et donc d'identifier les gens, de suspendre les allocations, par exemple les différentes prestations sociales, les expulser de leur logement, toutes ces choses-là qui seraient effectivement dissuasives pour ceux qui participent au trafic et à leur famille. Donc c'est tout ça, et derrière, évidemment, la réponse de pénale, puisque là, on n'en a pas encore parlé. Mais nous, par exemple, au millénaire, sur le sujet, on propose que dans tout ce qui touche aux narcos, on rétablisse les peines planchers, avec un minimum de 3 mois de prison, mettons, et que ce soit aggravé si, par exemple, un narco fait appel à des mineurs sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de mineurs, de plus en plus jeunes qui participent. Donc, face à ces narco-quartiers, il faut vraiment une réponse globale qui permette de mettre un terme à ça, quoi. Et je salue Florian Gérard, merci, bonjour, de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur des études du millénaire. Je vais commencer avec vous. Alors effectivement, c'est les effets de cette loi narcotrafic. Quand on entend les chiffres, une vingtaine d'établissements en Ile-de-France, à peu près 90 au total, des établissements fermés pour quelques mois. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de vider l'océan avec une petite cuillère? Un petit peu, oui, mais... Parce que cette loi, effectivement, elle n'est peut-être pas suffisante. On voit que les fermetures administratives sont limitées à 6 mois. Est-ce que les propriétaires ensuite de ces commerces ont été inquiétés? Est-ce qu'il y a des enquêtes ouvertes? C'est à voir. Je pense qu'effectivement, vous avez raison. Dans cette guerre qu'il faut mener au narcotrafic, il faut mettre bien plus de moyens. On le voit, il faut rappeler, Al Capone, peut-être le plus grand mafieux de tous les temps, il est tombé pour fraude fiscale. Donc c'est aussi comme ça, effectivement, en frappant au portefeuille qu'on peut faire mal au trafic. Et donc,
c'est un bon premier pas. Maintenant, il faut aller bien plus loin. Et par exemple, on dit ces commerces, ils sont vides. Mais peut-être qu'on pourrait utiliser la vidéosurveillance avec des algorithmes de reconnaissance qui soient capables ensuite d'aller regarder combien il y a de clients qui rentrent dans les commerces. Et puis pour pouvoir voilà, diriger les services fiscaux vers ceux qui sont peut-être les plus suspects. Voilà, donc il faut mener vraiment une vraie guerre contre le narcotrafic, de la même manière, par exemple, qu'en Italie, avec la garde financière contre la mafia. Il y a des décennies d'expérience de l'autre côté des Alpes. On pourrait mettre toute la force de l'État sur ce sujet.